Bonjour à tous, c'est Mermox. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça sera un scénario particulier après, normalement, si je dis pas de conneries, 3 mois d'absence à peu près. Alors là, c'est un scénario alternatif que j'avais pensé. Alors je précise que le sujet que j'ai pris en plus par rapport à un fait historique, c'est quand même beaucoup répandu vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des histoires alternatives sur cette période. Mais là, je le fais à ma propre sauce sur la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous avez vu dans le titre, comment ça s'appelle? Le scénario, il s'appelle le Bensrom. Enfin, pour ceux qui le savent pas, mais je pense que certains d'entre vous le savez, le Bensrom, c'était l'espace vital pour Hitler. Et là, justement, je l'ai appelé comme ça, justement parce que mon scénario, ça va se pencher sur et si Adolf Hitler et le Troisième Reich avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier au monde qui a tué entre 50 et 60 millions de personnes, dont une majorité, c'était des civils. Voilà, le scénario commence. Tout d'abord, la première partie, c'est comme dans la réalité. Comme vous le savez, notamment vous l'avez appris soit à l'école ou alors de vous-même. Genre, le début de scénario commence comme dans ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie. À savoir le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne par le Troisième Reich. Ensuite, je rappelle vite fait qu'en 1937, il y avait eu un incident du pont Marco Polo qui avait aussi provoqué la guerre sino-japonaise, avant que les Américains interviennent le 7 décembre 1941, lorsque Roosevelt avait fait son discours, après l'attaque par la bombe, mais bref, ça je vais en revenir après. 2 jours après, le 1er septembre 1939, les Français et ainsi que le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne, avec en plus l'aide du Commonwealth, notamment l'Afrique du Sud, l'orage britannique, le Canada, l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Plus les colonies de la France et du Royaume-Uni. Puis ensuite, comme vous le savez, et là je vais faire un bref, je vais pas aller trop vite, non. Enfin, je vais faire un petit bref vite fait parce que le début c'est totalement pareil. C'était ensuite la guerre d'hiver, le 30 novembre 1939, puis la campagne du Danemark et de la Norvège par l'Allemagne qui met fin à la drôle de guerre et qui en plus aboutit à l'occupation du Danemark et de la Norvège, puis ensuite les Benelux et la France qui se font envahir, ensuite l'appel du 18 juin de Gaulle en 40, ainsi que l'armistice le 22 pour l'Allemagne en juin, et puis le 24 juin pour l'Italie. Et enfin, j'ai mis des petits détails comme ça qui se sont réellement passés dans la réalité, à savoir la rencontre entre Franco, le dictateur espagnol, et Hitler à Hendaye, qui s'est même pas mal passé dans la réalité, avec notamment une phrase que Hitler il aurait dit, je préfère me faire arracher 4 dents plutôt que d'avoir une autre rencontre avec lui, donc. Et ainsi que la guerre italo-grecque le 28 octobre 1940, ainsi que l'invasion de la Yougoslavie après le retournement de veste du régime yougoslave, et la Yougoslavie se fait envahir le 6 avril 1941 par l'Allemagne, l'Italie fasciste, la Hongrie de Miklos Horthy, la Roumanie de Ion Antonescu, ainsi que la Bulgarie de Boris III, ce qui a abouti à la création de la Croatie qui avait été dirigée par les Ustachi, ainsi que la Serbie qui sera occupée et le Monténégro. Et enfin, on aboutit à ce que je pense que ça vous le connaissez tous, le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa déclenchée par Adolf Hitler et qui aboutit au début du front de l'Est qui sera un grand théâtre d'opération. L'attaque de Pearl Harbor le 7 décembre et ensuite après les Américains rentrent en guerre, mais après cependant le scénario va commencer à changer et là ça va prendre un tournant alternatif dans mon scénario à partir de 1942. Alors ça va commencer en novembre. Ce qui se passe c'est que dans mon scénario, dans la réalité comme vous le savez, c'est-à-dire que l'été 1942 jusqu'à octobre même, il y a eu la victoire des Anglais à El Alamein, une ville qui se situe en Égypte. Je rappelle que l'Égypte, c'était un royaume indépendant, mais qui en réalité était sous contrôle et influence britannique, ce qui fait que les Anglais ont pu stationner pour combattre les Allemands, l'armée de Rommel, l'Africa Corps. Mais là, dans mon scénario, ça se termine avec le 3 novembre où, cette fois, ce sont les Allemands et les Italiens qui gagnent la bataille. Du coup, c'est un coup dur pour les Britanniques et Winston Churchill. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que en gros,
ceci va avoir un avantage fou pour les Allemands, puisqu'en fait, ça va permettre d'avoir un appui en Afrique du Nord, ainsi qu'un soutien des peuples autochtones, berbères et arabes. Et en plus de ça, ça va aboutir à l'échec de l'opération Torch. Dans la réalité, les Américains et les Anglais avaient débarqué au Maghreb, c'est-à-dire en gros le Maroc et l'Algérie, et ensuite pour libérer l'Afrique du Nord. Alors que dans ce scénario, là, l'opération Torch est totalement un échec. Et en plus de ça, c'est comment dire, ça aboutit en plus à un tournant vif pour la guerre et ensuite un découragement de la part des Anglais ainsi que des Français. Toujours en 42, un mois plus tard, le jour de Noël, un putsch a lieu en Égypte. L'Égypte, qui était à l'origine pro-britannique, va se faire renverser par un parti politique qui existait dans la vraie vie qui s'appelle les Jeunes Égypte. Alors, la petite anecdote drôle, c'est que je rappelle que les Jeunes Égypte, c'était un parti politique où ils étaient fascistes et même clerciral, puisqu'il y avait aussi une part d'islamisme un peu. Mais c'est surtout en plus, l'anecdote drôle, c'est que Jamal Abdel Nasser, que vous connaissez, qui a été président de l'Égypte pendant la guerre froide, et puis Anwar el-Sadat, qui l'a succédé en 70, étaient membres de ce parti, étaient tous les deux membres de ce parti, il faut le savoir, avant qu'ils se deviennent des panarabistes, qui ont plus panarabisme, on va dire, un peu de gauche, socialisme arabe et islamique. Et en plus de ça, pour revenir au scénario, le putsch va mener ensuite à un régime, on va dire, à la fois fasciste, mais basé sur l'islam, qui sera notamment pro-allemand et pro-italien, mais qui par contre sera sous influence grandissante de l'Italie. Cependant, les Allemands vont avoir l'accès du contrôle du canal de Suez. Ceci va être, comment dire, très mauvais pour les Britanniques dans un sens où en fait ils n'ont plus du tout accès du coup au canal, et en plus de ça, le commerce est totalement un avantage pour l'Allemagne, et en plus de ça, ça perd un déterminisme fou pour les Britanniques dans le théâtre de l'opération, puisqu'ensuite les Italiens et les Allemands, avec l'aide de l'Africa Corps, vont continuer leur poursuite militaire jusqu'à même Jérusalem. Et ceci va aboutir où en fait, ils vont avoir le grand soutien du Mufti de Palestine, Al-Husseini, et enfin, ceci va avoir un aide fou pour, au final, avoir l'espérance d'un État palestinien indépendant. Et en plus de ça, comment dire, ceci va faire perdre des territoires à la fois des Anglais et des Français au Moyen-Orient. Pour revenir à l'Europe, en 1943, en février, dans la réalité, une bataille qui a duré presque un an à Stalingrad, comme vous le savez, c'est les Soviétiques qui l'ont gagné dans la réalité. Là, dans ce scénario, ce sont les Allemands qui gagnent en fait. Du coup, ceci rend Staline complètement fou et paranoïaque. Et même dépressif, puisqu'en fait, il va se dire qu'en fait, c'est une guerre totalement perdue, d'autant plus que les Allemands, avec la Wehrmacht, lancent une offensive de nouveau sur Moscou et Leningrad. Dans la réalité, ils avaient essayé en 1941 et même début 42, mais ça a été un échec total à Moscou. Et même pour Leningrad, puisque dans la réalité, Leningrad a été perdu en 43 par les Allemands. Et même la division Azul, la division espagnole, qui aidait les Allemands. Et là, dans ce scénario alternatif, les Allemands gagnent Stalingrad. Et ils gagnent, et là, ils lancent une grosse offensive sur Moscou et Leningrad en espérant de prendre la capitale et mettre fin à l'Union soviétique. Et pour enfin espérer de faire le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital allemand, comme disait Hitler, notamment dans son livre Mein Kampf, c'est-à-dire un espace vital où les Allemands pourraient coloniser, c'est-à-dire les Aryens, et avoir avec eux des esclaves slaves, c'est-à-dire les peuples slaves, genre les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais, etc. Et pour au final aboutir à une colonisation de ces terres par le peuple aryen et un espace beaucoup plus grand. Et ce que Hitler il espérait pour son peuple. Ensuite, concernant les Juifs, bon, les chambres à gaz tournent à plein, et même les camps de concentration. Et enfin, concernant les Juifs
hors d'Europe, il faut savoir que, hormis le fait qu'il y a beaucoup d'exportations en Europe, euh, premièrement, il n'y aura pas. Alors, il y a un projet qui était à l'époque le projet Judenfrei, c'est-à-dire un projet qui visait comment dire, d'expulser tous les Juifs d'Europe sur l'île de Madagascar, qui était une ancienne colonie française. Le problème, c'est que là, dans ce scénario, il pourrait y avoir lieu pour une partie des Juifs, mais pas tous. C'est-à-dire que dans ce scénario, certains Juifs seront exterminés, d'autres pourraient être utilisés comme des esclaves, ou dans le pire des cas, être expulsés sur cette île, puisque dans la réalité, ce projet a été abandonné, puisqu'en plus, je rappelle que dans la réalité, les Anglais avaient fait un débarquement à Madagascar en 1942. Or, dans ce scénario, ça n'a pas lieu. Et en plus de ça, il faut savoir que... comment ça s'appelle? Il y a une hiérarchie des races. Bon, ça, je vais en parler après, pour ce qui est des races et de comment ça va s'organiser. Je vais parler de ça après le déroulement du conflit, parce que là, je me préoccupe principalement du déroulement du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Pour revenir aux Juifs, concernant là par contre les Juifs au Moyen-Orient, il faut savoir qu'il y a une révolte des Juifs en Palestine dans ce scénario. Dans ce scénario, les Juifs sont mécontents de la politique de El Hosseini, plus des Italiens et des Allemands qui progressent dans le Proche-Orient et le Levant. Ainsi, en Égypte, qui est maintenant devenu fasciste, il y a une interdiction de la religion du judaïsme. Cette interdiction du judaïsme par le tout nouveau gouvernement égyptien des Jeunes Égyptes provoque une grosse colère de la part des Juifs, notamment au Moyen-Orient. Mais en plus de ça, oui, parce qu'il faut savoir que cette interdiction a lieu dans ce scénario le 10 octobre 1943. En plus de ça, le lendemain, Adolf Hitler, avec Heinrich Himmler, ainsi que Joachim von Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, rencontrent le grand mufti de Palestine, El Hosseini. Ainsi, cette rencontre aboutit pour l'éventuelle expulsion des Juifs vers l'Europe, mais en plus de ça, à l'aboutissement de la création d'un État palestinien. Ainsi, ceci crée comment dire, une sorte de pacte d'amitié, notamment entre les peuples arabes, mais aussi avec les musulmans, avec le régime nazi. Il faut savoir que dans la réalité, Hitler n'avait pas une haine de l'islam, il n'était pas du tout islamophobe. Il était même, par exemple, il y a même des citations où il dit qu'il regrettait notamment, enfin du moins qu'il était déçu de la défaite des Omeyyades contre les soldats de Charles Martel en 732. Et en plus de ça, il disait même que l'islam était plus compatible avec nous qu'avec même que la France par exemple. Et il avait aucune haine de l'islam. Enfin, du moins, ce qu'il adorait, c'était plutôt... Il était, on va dire, admiratif des conquêtes des Omeyyades. Comme vous le savez, ce grand califat qui a disparu en 750 au profit des Abbassides, et qui, les Omeyyades, avaient créé un empire islamique et un califat sous la dynastie des Marwanides, allant de la Perse jusqu'au Maroc, avec en plus la péninsule ibérique. Même si bon, c'était un califat très inégalitaire, mais je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le sujet du scénario. Ensuite, pour revenir à Hitler et ses positions, il faut savoir qu'il considérait par contre les Arabes et les Berbères comme des races inférieures. Surtout les Arabes, vu que les Arabes ce sont des Sémites, les Berbères des Hamites, deux choses différentes. Et du coup, d'ailleurs il disait même que les Arabes c'était des singes avec des chapeaux, par rapport aux fez qu'ils portaient. Néanmoins, ça n'a pas empêché d'avoir la création de la 13e division SS en Yougoslavie, parce que plus ensuite ses rapprochements avec El Hosseini. Pour revenir au scénario, cette rencontre fait polémique, notamment de la part des Juifs, mais en plus de ça, une chasse aux Juifs se fait dans la plupart des pays arabes au Moyen-Orient. Cependant, le Maghreb berbère, à savoir qui est en fait sous occupation, puisque c'était pour la plupart des colonies françaises, notamment le Maroc, l'Algérie, Tunisie, plus la Libye italienne, ainsi que le Maroc espagnol et enfin la Mauritanie. Eux, la majorité des peuples autochtones ne sont pas favorables à une chasse aux Juifs. Le 17 novembre 1943, toujours dans le scénario,
Francisco Franco finit par rejoindre l'Axe. Je rappelle que dans la réalité, il y avait une rencontre entre Franco et Hitler. C'était l'entrevue d'Hendai le 23 octobre 1940, comme j'en ai parlé dans mon intro. Et comme je l'avais dit, il y avait une citation de Hitler où il disait « Je préfère me faire arracher 4 dents que plutôt d'avoir une autre rencontre avec lui parce que ça s'était très mal passé. » Dans la réalité, Franco demandait beaucoup de concessions à Hitler. Notamment, il voulait le protectorat français du Maroc, rattaché à l'Espagne. Il voulait les Roussillons, ainsi que la ville d'Oran, qui avait été sous contrôle espagnol durant la Renaissance. Ainsi, il voulait beaucoup de produits agricoles, etc. Mais cependant, il voulait pas rejoindre le conflit, ce qui avait créé une grosse colère de la part de Hitler et de Ribbentrop. Et il faut savoir que dans la réalité, Franco n'a jamais participé à la guerre, excepté qu'il avait envoyé la division Azul, que j'en ai parlé tout à l'heure quand je parlais de Leningrad, qui dans la réalité avait aidé les Allemands sur le front de l'Est, mais qui a finalement été dissous en 1943, cette division que Franco avait envoyée. Cependant, dans ce scénario alternatif, le Lebensraum, l'Espagne rejoint finalement l'Axe, comme je l'ai dit, le 17 novembre 1943. Il rejoint l'Axe Berlin, Rome, Tokyo. Ensuite, ceci est un atout pour Hitler, dans le sens où le lendemain, le 18 novembre 1943, l'opération Félix, qui dans la réalité a été abandonnée. L'opération Félix était un projet de Hitler qui consistait, après l'adhésion de l'Espagne à l'Axe, essayer en gros de prendre la Wehrmacht et tout, traverser toute l'Espagne, ainsi que de prendre Gibraltar qui était sous contrôle britannique, et qui est encore d'ailleurs aujourd'hui dans la réalité, ainsi que d'avoir le monopole sur la Méditerranée. Or, dans ce scénario alternatif, l'opération est déclenchée et Gibraltar est pris aux Anglais. Cependant, au mois de décembre 1943, le Portugal qui était neutre, dans la réalité, le Portugal a été neutre durant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans la réalité, mais comme dans ce scénario, le Portugal est dirigé par le dictateur Salazar, qui était une dictature, on va dire, de droite très conservatrice, anticommuniste et attachée à la religion catholique. Et cependant, le Portugal va se faire envahir par l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie le 1er décembre 1943 dans ce scénario, ce qui va aboutir au renversement plutôt à l'exil de Salazar, et à l'armistice du Portugal. Salazar, le 19 décembre 1943, c'est-à-dire après 9 jours de combat, Salazar décide de s'exiler en Angola où il forme son gouvernement en exil. Car l'Angola, c'est un grand territoire quand vous regardez sur une carte. Mais en plus de ça, au Portugal, mais dans la métropole en Europe, est mis en place un gouvernement fasciste clerciral encore assez proche du régime de Franco, ainsi que du régime de Mussolini en Italie, et ainsi est mis au pouvoir à la tête de ce Portugal fasciste le dirigeant Francisco de Barcelos Roalo Preto. Désolé mon accent, je parle pas portugais, mais voilà, c'est le nouveau dirigeant qui est mis en place par les nazis et les Espagnols et les Italiens. Ainsi, le 6 mars 1944, toute l'île d'Hawaï est occupée par les Japonais après l'attaque de Pearl Harbor qui avait eu lieu 2 ans auparavant. Le 6 juin 1944 a lieu dans la réalité, tout comme dans mon scénario aussi, l'opération Overlord, débarquement qui a été fait par les Américains, les Anglais, les Canadiens et la France libre en Normandie. Or, ce débarquement qui dans la réalité a été un succès, dans mon scénario, il est totalement un échec et ceci va être un cauchemar pour les Américains et les Anglais. Ainsi, a lieu un échec de la libération de la France 4 jours après le débarquement, parce qu'ils ont débarqué, mais ça n'a pas du tout marché. Cependant, en Allemagne, le 13 juin 1944, dans mon scénario, une rébellion a lieu de la part des Juifs et Yiddish. Cependant, cette révolte va être matée par le sang et la force. C'est-à-dire que cette révolte va se terminer le 22 juin 1944. Le 20 juillet 1944 a lieu l'opération Valkyrie. Dans la réalité, ça a été un échec. Dans ce scénario que j'ai écrit, il le sera aussi. Comme vous le savez, dans la réalité, le colonel Stauffenberg avait essayé de tuer Hitler
pour ensuite faire la paix avec les Alliés, et ainsi qu'envoyer en prison les SS et les nazis comme Goebbels ou alors Göring, etc. Dans la réalité, ça a été un échec et Stauffenberg a été exécuté quelques jours après, ainsi que, que les complices de Stauffenberg. Dans ce scénario, ça sera un échec aussi et il va finir aussi exécuté. Ensuite, en Suède et aux États-Unis, mais surtout en Suède en particulier, c'est-à-dire le 24 mai 1944, a lieu une grande migration de masse de la part des juifs yiddish ainsi que d'autres juifs comme Ashkenaz par exemple, vers la Suède ou alors certains partent vers l'Amérique. Pour l'Amérique, ça a déjà été fait un peu avant, mais pour la Suède, beaucoup immigrent là-bas. Il faut savoir que la Suède, tout comme dans la réalité, était un pays neutre. Ceci va mettre en colère Adolf Hitler. Ainsi, le Troisième Reich lance un ultimatum contre la Suède le 25 juillet 1944. Et du coup, ceci va pousser les Suédois à se préparer à la guerre. Ensuite, le 30 juillet 1944, en Suède, a lieu un QG local, fait par les Yiddish. Ceux-ci apportent leur soutien à tous les juifs de la terre. Cependant, Hitler, quand il apprend ceci le 1er août, il ordonne à Alfred Jodl et le maréchal William Keitel d'envahir la Suède. La Suède sera donc occupée et aura lieu un gouvernement, on va dire, collaborateur. De retour au Moyen-Orient, le 31 décembre 1944, après une longue avancée des Italiens et des Allemands, Jérusalem est pris. Ceci est un bouleversement parmi les trois religions monothéistes et abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il faut savoir que Hitler il était en plus anti-chrétien, ceci est un grand choc pour les chrétiens et les juifs en particulier. Mais ainsi, cette prise après une bataille qui a duré environ à peu près 2 ans, finit avec un aboutissement des victoires à la fois italiennes mais aussi allemandes avec l'Africa Corps, ceci va permettre le 1er janvier 1945 la proclamation de l'indépendance d'un État palestinien par le grand mufti de la Palestine El-Husseini. Ainsi a lieu un gouvernement qui sera du coup favorable à l'Axe. Un peu comme en Irak, car j'en ai pas parlé, mais en Irak a aussi un gouvernement pro-nazi est au pouvoir. Dans la réalité, il a été complètement renversé par les Anglais. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis longtemps, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, il y a, je crois, 4 ans, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, je pourrais le mettre dans la description de la vidéo, pour que vous compreniez ce qui s'est réellement passé. Dans ce scénario, l'opération fut un échec aussi, même si j'en ai pas parlé. Et ainsi, ceci va aboutir en fait, à une montée favorable au nazisme au Moyen-Orient. De plus, le 4 février 1945, toujours dans mon scénario, les Allemands gagnent à Moscou et Leningrad, les batailles de Moscou et Leningrad. Ceci provoque un grand choc dans le monde entier. Ce qui va aboutir le 11 février 1945, la signature d'un armistice entre l'URSS et le Troisième Reich. Et ceci va aboutir à un traité de paix qui aura lieu à Bakou, la capitale actuelle de l'Azerbaïdjan. Et ceci va redessiner les frontières de l'Union soviétique. Ainsi, l'Ukraine, la Biélorussie, les États baltes, ainsi qu'une partie du Caucase au niveau de Stalingrad et tout, ainsi que même, comment ça s'appelle, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pardon, seront occupés par les nazis et ils vont faire partie du Lebensraum, l'espace vital, où les Allemands vont ainsi commencer la colonisation des terres. À Moscou, Konstantin Rodzweilski, dans la réalité, cet homme qui était le chef du parti fasciste russe, dans la réalité, a vu son parti dissous en exil au Japon, et en 1945, il a été attrapé par le NKVD, la police politique de l'Union soviétique, et il a été exécuté sous l'ordre du régime. Dans ce scénario, comme les nazis ont gagné contre l'Union soviétique, Konstantin Rodzweilski
malgré ses positions, même si c'est un fasciste et un pro-nazi, parce que ça reste quand même un slave et attaché au christianisme orthodoxe, malgré ses divergences avec Hitler du point de vue religieux et racial, Hitler le met quand même au pouvoir et la Russie a un gouvernement collaborateur à la fois d'idéologie fasciste, clericale, un peu comme en Espagne ou en Italie, ainsi que le Portugal, qui a collaboré dans mon scénario, hein, je précise, hein, et ainsi attaché aux valeurs orthodoxes, ainsi une volonté idéologique, malgré que ça crée des divergences avec Hitler, une idéologie panslavisme. Le panslavisme, c'est-à-dire l'union de tous les peuples slaves, même si, bon, en réalité, ça va être un échec dans ce scénario, puisqu'en fait, c'est un nouvel ordre mondial nazi, quoi. Mais bon, mais dans ce scénario, le panslavisme fait partie quand même dans la mentalité de beaucoup de Russes fascistes dans ce nouvel État. Cependant, ce nouvel État va englober que la partie européenne de la Russie, enfin, et du moins de ceux qui contrôlent, parce que je rappelle que les nazis ont annexé le reste pour l'espace vital, le Lebensraum. Or, dans la partie asiatique, Joseph Staline s'exile à Vladivostok, qui est au niveau de l'Extrême-Orient, et ainsi forme dans le reste de l'Union soviétique pas un gouvernement en exil, parce que c'est toujours en Union soviétique, mais plus une forme d'appui de résistance, où en fait ils vont résister contre à la fois le fascisme russe, ainsi que les nazis, et qui va continuer à long terme. Le 23 février 1945, en Turquie, qui est dirigé par le CHP, le Parti républicain du peuple qui a été créé par Atatürk, dans la réalité, Atatürk il est mort en 1938, et il a été succédé par İsmet İnönü. Dans ce scénario, İsmet İnönü est renversé par un coup d'État. Il faut savoir que dans mon scénario, il y a deux courants en Turquie, à savoir la nostalgie de l'Empire ottoman, le néo-ottomanisme. Ainsi, parmi les nationalistes, un coup d'État a été fait par un nationaliste turc, mais de confession tengriste et pas musulman, à savoir Nihat Aziz. Dans la réalité, Nihat Aziz, qui est né en 1905 à Constantinople, et il me semble, et il est mort en 1975 à Istanbul, pardon, était un nationaliste qui était à la fois raciste, mais aussi, il était racialiste, un peu raciste, puisqu'il avait une haine envers les juifs, ainsi que même les arabes, et même, il était même contre l'islam, car pour lui, l'islam, c'était une religion impérialiste arabe. Cependant, dans ce scénario, Nihat Aziz, malgré son coup d'état qu'il va faire, va abandonner sa lignée, on va dire, anti-arabisme et anti-islam, car il est conscient qu'une grande majorité de son peuple est musulman, et que donc il peut pas il peut pas ainsi faire des réformes contre la religion de la majorité que son peuple y croit. Et donc du coup, il y aura une propagande favorable au tengrisme, mais aussi à l'islam, ainsi un gouvernement fasciste a lieu en Turquie, et d'inspiration d'idéologie pan-turquisme et touraniste. Le pan-turquisme, c'est une idéologie pan-nationaliste qui se base sur l'union de tous les peuples turcs au sein d'un grand État. Le touranisme, par contre, c'est l'union de tous les peuples dits turco-mongols, altaïco-oural, ainsi que les... en gros, c'est-à-dire les turco-mongols, c'est-à-dire les Turcs, les Kazakhs, les Turkmènes, les Ouzbeks, les Kirghizes, désolé de si j'ai du mal à le dire, ainsi que les Mongols, les Tatars, les Finnois, les Samis, les Hongrois, et on pourrait même aller plus loin si parmi les plus nationalistes extrêmes, si on inclut même les Mandchous, les Coréens, et voire même pour certains, même les Japonais, c'est-à-dire l'union de tous ces peuples au sein d'une grande nation. Même si, bon, ces deux idéologies, ça reste mon avis personnel, mais ces deux idéologies utopiques. Et même dans ce scénario, ils sont... Alors, le pan-turquisme est pas du tout utopique, cependant le touranisme sera dans ce scénario une idéologie totalement utopique. Et donc du coup, ça sera beaucoup plus compliqué. Cependant, toujours en Turquie, il faut savoir qu'au Parlement,
il y a une coalition qui se forme entre d'un côté les islamo-conservateurs, c'est-à-dire les musulmans qui sont nostalgiques de l'Empire ottoman, avec les fascistes pan-turquistes, pour faire barrage à la gauche et au CHP. Ainsi, en Turquie, n'a pas lieu le procès contre les touranistes. Dans la réalité, il faut savoir qu'en Turquie, il y avait eu un procès entre 1944 et 1945, je crois, où en fait, il y avait eu un procès contre les nationalistes turcs pan-turquistes, accusés de racisme et d'antisémitisme et d'idées pro-nazis. Dans ce scénario, le procès n'a pas lieu. Et d'ailleurs, Niyal Aziz, il avait été condamné dans ce procès, mais dans ce scénario, il n'a pas lieu. Toujours en rapport avec la Turquie, la Caucase sera partagée, avec un accord qui a lieu entre Niyal Aziz et Adolf Hitler. Ainsi, une rencontre a lieu, et du coup, en février 1945, l'Azerbaïdjan sera annexé par la Turquie pour promouvoir le pan-turquisme que Hitler va essayer de promettre à Niyal Aziz, ce qui va rendre Niyal Aziz joyeux, mais ainsi que, on va dire, déterminé à aboutir à son idéologie qui rêve tant. Et en plus de ça, ce n'est pas tout, car concernant l'Arménie, qui je rappelle, il y a eu un génocide pendant la Première Guerre mondiale qui a causé plus de 1 million qui a tué plus de 1 million d'Arméniens, pardon. Et ainsi, dans ce scénario, les Turcs vont essayer une déportation des Arméniens. Cependant, ça va provoquer une guerre entre les deux. Pour revenir à l'Europe, le général de Gaulle, le 27 mars 1945, dans ce scénario, retourne à Londres. Car son pays n'a pas du tout été libéré. Mais ce n'est pas tout, parce que de l'autre côté du monde, c'est-à-dire la guerre du Pacifique, le Japon décide d'envahir la Mongolie le 30 avril 1945. Dans la réalité, le 30 avril, comme vous le savez, c'était le suicide de Adolf Hitler. Dans ce scénario, il n'a pas lieu puisque Hitler il est victorieux. D'ailleurs, je rappelle que 10 jours avant, c'était le 56e anniversaire du Führer, Adolf Hitler. Le 16 mai 1945, en Suède, comme je vous l'avais dit, la Suède a été occupée. Et j'avais dit auparavant qu'il y aurait eu un gouvernement de collaboration. Birger Furugaard, désolé si je l'ai mal dit, vous pouvez excusez-moi si je me trompe, pardon, est mis au pouvoir en Suède. Ainsi a lieu un gouvernement de collaboration. Du coup, le siège local que j'avais parlé auparavant pour les juifs, et qui avait été créé par des Yiddish, des juifs allemands, il s'exile à Miami, aux États-Unis, avec un accord avec le gouvernement américain. Dans mon scénario, tout comme dans la réalité, j'ai oublié, mais le 12 avril, dans la réalité, Franklin Delano Roosevelt est mort et Harry Truman l'a succédé. Dans ce scénario, Truman le succède aussi. Là, il n'y aura pas vraiment de changement. De plus, notons que dans ce scénario, il n'y a pas d'État juif. Dans la réalité, Israël a été créé en 1948 et David Ben Gurion est devenu ainsi le Premier ministre. Et en plus de ça, ils ont subi une attaque de la part de la Ligue arabe. Or, dans ce scénario, il n'y a pas d'État juif. Et donc, pas, notamment au Moyen-Orient. Ainsi, les Juifs n'auront pas leur propre terre. Le 1er septembre 1945, dans la réalité, il faut savoir que le 2 septembre de la même année, les Japonais ont capitulé face aux Américains qui avaient bombardé avec l'aide de l'arme atomique à Hiroshima et Nagasaki le 6 et 9 août 1945. Dans ce scénario alternatif, les nazis arrivent à obtenir la bombe A. Ainsi, ils font un développement un peu plus poussé de la fusée V2, pardon, et décident de bombarder nucléairement une ville britannique. La ville britannique qui sera touchée est Londres. Londres sera totalement bombardée avec l'arme atomique.
Et ceci va aboutir à la fin de la Seconde Guerre mondiale et les Anglais et les Londoniens seront traumatisés par ce qui vient de se produire. Et ainsi, ça va tuer plus de 100 000 Londoniens à Londres. Ainsi, un traité de paix aura lieu à Paris. C'est-à-dire en France occupée. C'est-à-dire la zone nord. Dans la réalité, le 11 novembre 1942 avait eu lieu l'opération Anton où Hitler avait ordonné d'envahir la zone libre. Dans ce scénario, ça n'a pas eu lieu cette opération vu qu'il n'y a pas eu vu que l'opération Torche a été un échec et donc la France est toujours coupée en deux, mais ceci va aboutir du coup à un traité de nouvelles frontières. Nous avons ensuite le traité de Bakou que j'avais parlé auparavant qui va avoir lieu justement dans ce scénario en même temps que le traité de Paris où en gros il y aura on va redessiner les frontières de l'URSS après avoir été vaincu. Ainsi, nous allons voir avec notamment à travers la partie 2, c'est-à-dire le lendemain de la guerre, comment ça va être, à quoi va ressembler le monde après une victoire du Troisième Reich et de l'Axe, et ainsi que le nouvel ordre qui va être établi. Et on va commencer d'ailleurs avec l'Union soviétique. Justement, concernant l'Union soviétique, comme j'en avais un petit peu parlé auparavant, après ce traité de paix, l'Union soviétique sera dépecée. C'est-à-dire que, premièrement, les États baltes, la Biélorussie, l'Ukraine, une partie du Caucase, ainsi qu'une partie même de la Géorgie, va être complètement faire partie de l'espace vital allemand, le Lebensraum. Et après, le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital dans un sens où les Allemands vont coloniser ces terres avec des esclaves qui leur seront offerts, des esclaves slaves, et qui vont justement exploiter ces terres, notamment les ressources, mais aussi les ressources agricoles. Et voilà ce qu'est le Lebensraum. De plus, Joseph Staline va continuer sa résistance avec pour capitale Vladivostok, cette fois au niveau du reste de la Russie, en Extrême-Orient, ainsi que dans la Sibérie. Concernant la partie russe européenne, à Moscou est formé le gouvernement que j'avais aussi parlé auparavant de Konstantin Rodzhaïski. Et j'ai expliqué qui était Konstantin Rodzhaïski, mais en gros, il va mettre en place un gouvernement collaborateur. Et la Russie va devenir premièrement fasciste, mais aussi, on va dire même fasciste classiral, mais aussi attaché aux valeurs du christianisme orthodoxe, ainsi que le panslavisme, que j'avais expliqué aussi. Et justement, ils vont, malgré les divergences entre le régime nazi d'Adolf Hitler et la Russie de Rodzhaïski, cette nouvelle Russie, malgré certaines divergences idéologiques, vont quand même se rapprocher du fait qu'ils sont fâchés, du fait qu'ils sont, on va dire, très nationalistes, et enfin, en plus, ils ont des ennemis en commun, à savoir les communistes et les juifs, ainsi que le capitalisme. J'ai envie de venir sur un truc, c'est une petite parenthèse, mais qui est très importante. Concernant la hiérarchie des races. C'est-à-dire que, notamment, au-dessus de tout, c'est-à-dire les Aryens, notamment les Germains par exemple, les Germains qui sont les Aryens au-dessus, c'est-à-dire la race au-dessus, tout au-dessus, notamment les Allemands en fait partie. On pourrait inclure, mais ça dépend, certains le font et d'autres non, mais moi personnellement je l'ai inclus. Parmi les Aryens, il y a les Scandinaves, Danemark, Norvège, Suède, et après... Alors là, je suis assez mitigé pour les Anglais, puisque certains peuvent l'inclure comme des Aryens, d'autres comme des Européens de l'Ouest. Mais ça, à vous d'en juger. Plus les Aryens d'Asie, comme je les appelle, ou alors les Aryens de l'Est. Notamment, comme il le dit Hitler, notamment même dans Mein Kampf, c'est-à-dire que notamment, il y a il considérait par le Japon et la Chine, les Chinois et les Japonais, pardon, comme une race aryenne, supérieur, mais en Extrême-Orient. Et notamment, il était admiratif de la politique raciale que le Japon a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. De plus, les Iraniens. D'ailleurs, il faut savoir que le mot Iran
Parce qu'il faut savoir que avant ça s'appelait la Perse, comme vous le savez, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, en 1935, le Shah d'Iran, que d'ailleurs j'en ai pas parlé dans mon scénario, euh, mais qui, dans la réalité, Reza Shah, qui est de la dynastie Pahlavi, en 1935, il était d'ailleurs en plus favorable, il était, comment dire, je dirais plus inspiré par la politique d'Atatürk en Turquie, et il a donc, en 1935, changé le nom de la Perse pour Iran. Iran, ça dérive du mot arien, et en plus, il avait interdit le hijab. Et même toute autre forme de voile comme le tchador, le niqab ou la burqa. Ensuite, Hitler considérait l'Iran comme un pays arien, ainsi que les Indiens. Ça, ce sont les Ariens d'Extrême-Orient ou d'Asie, de l'Est ou d'Asie comme vous voulez. Et d'ailleurs, je vais en revenir sur l'Iran plus tard, car c'est un peu plus compliqué. Même si en vrai l'Iran était quand même pro-nazi. Dans mon scénario de la Seconde Guerre mondiale, même si j'en ai pas beaucoup en parlé, l'Iran était pro-nazi, mais il est resté neutre malgré certains accords. Ensuite, nous avons... Ensuite, en dessous des Ariens, nous avons les Européens de l'Ouest, comme les Français, les Belges, enfin, la Wallonie et tout. Ensuite, nous avons les Néerlandais, avec les Flamands en plus, les Celtes, l'Irlande, et ainsi, nous avons les Anglais. Enfin, comme je l'ai dit auparavant, c'est assez mitigé. En fait, ils étaient, on va dire, respectables, mais sans plus. Par contre, pour le cas de la France, c'est un peu plus compliqué, puisque Hitler, il disait même dans Mein Kampf qu'il voulait remplacer la population française par une population allemande. Et il avait une haine envers la France qu'il a jugé responsable de l'humiliation allemande après la Première Guerre mondiale avec le diktat, le traité de Versailles. Cependant, il considérait les Européens de l'Ouest, même si en dessous des Ariens, c'était respectable. Cependant, en dessous, il y avait les Méditerranéens, qui, là, par contre, ils jugeaient inférieurs. Ceci a créé, ou même les Latins aussi, on pourrait dire. C'est-à-dire les Méditerranéens, ça a créé polémique, puisqu'en fait, ça a provoqué, en fait, je ne veux pas dire polémique, pardon, je dirais plus des tensions avec Mussolini. Parce que même s'ils étaient alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'axe Berlin, Rome et Tokyo, il y avait eu des ambiguïtés, puisque en fait, ils considéraient les Italiens, donc méditerranéens, comme des races inférieures. Et ceci avait une ambiguïté. Et en plus de ça, je pourrais mettre la citation dans la vidéo si vous voulez, mais Hitler, il a même dit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'il regrettait de s'être allié à l'Italie car ils les ont perturbés partout, comme il disait Adolf Hitler dans son testament. Ensuite, comment ça s'appelle? Parmi les Méditerranéens, nous avons les Grecs, les Espagnols et les Portugais dedans. Par contre, les Grecs, ce sont pas des Latins, mais je l'ai mis comme race méditerranéenne. Hein. J'ai dit latin pour les Italiens, Grecs et Portugais. Non, Espagnols et Portugais, pardon. Ainsi, les Méditerranéens sont jugés inférieurs, mais par contre, ils n'ont pas des conséquences, on va dire, en gros, soit de l'humiliation ou alors de la déportation, etc. Ensuite, dans le même rang que les Méditerranéens, on pourrait mettre les peuples Touranes, ou alors éventuellement certains Berbères mélangés avec notamment du sang vandale et tout. En plus, parmi les peuples Touranes, par contre, il faut savoir que les Finnois et un peu les Hongrois et tout, et même les Samis étaient considérés comme des races inférieures. Ensuite, il y avait les Arabes et les Berbères Hitler les considérait comme des singes à chapeau par rapport aux fesses qu'ils portaient. Cependant, ça n'a pas empêché d'avoir des bonnes relations, par contre, quand c'était dans une politique, puisqu'il faut savoir que beaucoup d'Arabes beaucoup de pays arabes ou même berbères étaient sous contrôle franco-anglaise. Et donc, du coup, Hitler voulait avoir une alliance, pas une alliance, mais on va dire un soutien de ces populations, et même Mussolini, notamment, il avait essayé après l'exécution de Omar al-Mortar en 1931, qui a été exécuté, un résistant qui avait résisté contre l'occupation italienne. Il avait créé l'épée de l'islam, Mussolini, sauf que ça a été un échec. Et en plus de l'épée de l'islam, Hitler voulait même se rapprocher de ses peuples pour faire contrepoids aux Français et aux Anglais. Ensuite, il y a les Noirs qui les considéraient comme des races inférieures. Ensuite, on a les Slaves, qui étaient encore plus en dessous, où là, par contre, les Slaves, ils considéraient les Slaves comme des sous-hommes, et comment ça s'appelle? Ça devait être servi comme des esclaves.
De plus, nous avons les tziganes en dessous, qui est considéré comme des asociaux et qui d'ailleurs dans la réalité ou même dans ce scénario, il y a eu des stérilisations, des pratiques, des tortures et tout, etc. C'est abominable. Et ainsi, nous avons les juifs, bon ça vous le savez, Hitler les considérait comme des parasites. Et d'ailleurs, j'en profite pour une petite anecdote drôle concernant les Slaves. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler, dans la réalité, il était tellement dépressif qu'il aurait même dit que les Slaves c'était la race supérieure, vu que dans la réalité, les Soviétiques ont gagné. Et donc, du coup, ceci a créé une ambiguïté et ça montre aussi que le personnage sociopathe et psychopathe d'Adolf Hitler. Pour revenir au scénario, et plus particulièrement au Lebensraum, les Slaves sont traités comme des esclaves et ainsi Hitler va donner à chaque citoyen allemand qui part coloniser justement cet espace vital des esclaves slaves, notamment des Polonais, il y a aussi les Russes et les Ukrainiens et tout. Notamment il peut y avoir notamment un métissage forcé avec des Aryens pour justement supprimer les gènes slaves au fil du temps, ou alors l'obligation d'avortement et tout, etc. Ainsi, les Slaves sont complètement opprimés, et nous avons une forme de nettoyage ethnique, puisqu'en fait, les nazis vont éventuellement, avec les années, essayer de faire disparaître les Slaves, enfin du moins dans l'espace vital, et du coup, les Slaves vont perdre en population. Même si, bon, il y a quand même ce gouvernement collaborateur qui va quand même aider un petit peu le peuple slave, vu que ça va créer une entente quand même, malgré les divergences entre Rodewski et Hitler. Ça va un peu protéger ce peuple. Mais bon, sans plus. En plus, en plus de ça, Winston Churchill et le général de Gaulle, Charles de Gaulle, et tout, vont s'exiler au Canada. Et ainsi former un gouvernement en exil. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, dans la réalité, un certain Édouard VIII, qui dans la réalité, il a été roi en Angleterre, mais qui par contre a dû abdiquer en 36 parce que vraiment parce que comment ça s'appelle, il sortait avec une actrice, mais en plus de ça il était sympathisant nazi et en plus il a eu des rencontres avec Adolf Hitler et tout. Hitler dans ce scénario décide de le mettre au pouvoir et former un gouvernement fasciste au Royaume-Uni et avec un parti au pouvoir notamment fasciste qui sera en majorité au Parlement. Et donc du coup a lieu un antisémitisme fort en Angleterre et un gouvernement collaborateur, ce qui va provoquer l'exil de Churchill et de Gaulle. Cependant, revenons à la France. La France, qui est coupée en deux, va être fusionnée. L'Alsace-Lorraine sera intégrée à l'Allemagne nazie, et encore, même toute la Lorraine, puisque Hitler va en profiter pour en bouffer un peu plus du territoire. La Savoie et les Alpes-Maritimes vont être données à l'Italie, et donc du coup revenir au niveau du sud-est de la France à des frontières à les frontières de la France, c'est-à-dire avant le printemps des peuples en 1848 comme vous le savez, et même avant même la Révolution française en 1789 comme vous pouvez le voir sur la carte que j'affiche à l'écran. Et en plus concernant l'Espagne et la frontière franco-espagnole, le département de Roussillon va de nouveau retrouver l'Espagne, dans un sens où il va être annexé par l'Espagne, parce qu'il faut savoir que c'est Louis XIV qui avait pris les Roussillons à l'Espagne au XVIIe siècle. Là, pour le coup, les Roussillons vont revenir à l'Espagne. De plus, il faut savoir que dans les colonies, le protectorat français du Maroc va être donné à l'Allemagne, parce qu'en plus, il faut savoir que les Allemands ont rêvé du Maroc de le coloniser. C'est pas pour rien qu'il y a eu dans le passé le coup de Tanger et d'Agadir, oui, notamment en 1905 et 1911, ce qui va aboutir aussi à la conférence d'Algésiras en 1906. Et puis en 1912, à la fin, la France qui finalement prend le Maroc en échange de donner quelques territoires camerounais à l'Allemagne. Enfin, une partie de certains territoires pour le Cameroun allemand. En plus, il faut savoir que la Tunisie va être donnée à l'Italie. Et je vais en parler d'Italie après. Le reste des colonies françaises seront même pris à l'Allemagne, seront données à l'Allemagne. L'Allemagne va en faire aussi un grand empire colonial en Afrique, comme ils en rêvaient même avant la Première Guerre mondiale.
De plus, le Soudan va être donné à l'Italie, concernant les colonies anglaises. Et même la Somalie, le Somaliland qui était la Somalie britannique, ainsi que le Djibouti français. Concernant l'Italie, l'Italie va enfin pouvoir former son grand empire, à savoir le nouvel empire romain. Dans la réalité, tout comme dans ce scénario, Benito Mussolini rêvait d'un nouvel empire romain. Il était nostalgique de l'empire romain et il en rêvait d'un tout nouveau qui serait construit. Dans ce scénario, il a lieu. L'Italie, après avoir annexé les Alpes-Maritimes et la Savoie, va aussi en profiter en Europe d'annexer une partie de certains territoires de l'ancienne Yougoslavie, d'annexer même une partie de la Grèce, puisqu'en Grèce, il y aura un gouvernement collaborateur qui va être mis en place, une dictature fasciste et même d'extrême droite qui sera encore plus poussée que l'idéologie métaxiste. Mais en plus de ça, éventuellement, la Croatie pourrait devenir, malgré les Ustachi au pouvoir, un protectorat italien. Ensuite, au Moyen-Orient, les Français et les Anglais perdent des territoires. Concernant la Syrie va être indépendant, mais sous un dirigeant qui, dans la réalité, a été exécuté en 1949. Je vous parle bien évidemment de Antoun Saradeh, c'est-à-dire un journaliste qui est né au Liban, mais qui était pansyrianiste, qui avait fondé le PSNS, le Parti social nationaliste syrien, pardon, et un parti qui était pour le pansyrianisme, c'est-à-dire une grande Syrie, comme vous le voyez à l'écran, pardon. C'est cette carte qui montre la grande Syrie à quoi il devait ressembler. Dans la réalité, Antoun Saradeh a été exécuté en 1949 sous l'ordre du président syrien El Zaïm. Mais en plus de ça, le parti il existe encore aujourd'hui. Hein. Et il a été légalisé par Bachar al-Assad en 2005. Et il faut savoir qu'en plus, le PSNS dans ce scénario va prendre le pouvoir et Antoun Saradeh devient le nouveau président de la Syrie. Dans ce scénario, le Liban sera intégré à la Syrie. Cependant, il n'y aura pas ce grand territoire comme je vous l'ai montré parce que ça va rester utopique. D'autant plus que ça va créer des tensions avec l'Irak hachemite ainsi que la Palestine nouvellement indépendante. En plus de la Jordanie qui va être indépendante, mais sous une monarchie hachemite aussi, comme dans la réalité. L'Arabie Saoudite, par contre, est restée neutre durant la guerre et n'a pas beaucoup de relations, mis à part des relations commerciales et tout, va pas s'aligner sur le nouvel ordre nazi, et donc rester neutre. De même, le Yémen va enfin s'unir complètement. Et ainsi, les Britanniques pourront cependant garder certains territoires, comme par exemple le Bahreïn ou le Qatar. Le Koweït sera donné à l'Irak. Concernant l'Iran, que j'en ai parlé auparavant, l'Iran, avec son idéologie pan-iraniste, malgré que le Shah sera toujours au pouvoir, c'est-à-dire le Shah d'Iran, Reza Shah, de la dynastie Pahlavi, va mettre au pouvoir, enfin du moins comme Premier ministre, le Premier ministre, enfin du moins par pression des nazis. Les nazis vont mettre pression pour que l'Iran mette comme Premier ministre David Moncizadeh. Dans la réalité, il avait fondé en 1952 le Parti national-socialiste des ouvriers ou des travailleurs, je crois, iraniens. En fait, il avait changé le nom, notamment le mot ouvrier, je crois, et je crois il me semble qu'il avait modifié plus le nom d'Iran. C'était un parti, d'ailleurs, ça s'appelle Sumka, en abréviation en Iran par rapport à la langue. Sumka, c'était un parti qui était pour un pan-iranisme. Le parti, il était antisémite et anti-arabe et même islamophobe. En fait, il considérait les Arabes et les Juifs comme des parasites qui ont détruit l'identité perse. Enfin, du point de vue du parti pan-iranien. Et du coup, le pan-iranisme a lieu. L'Afghanistan sera intégré à l'Iran, de même pour le Tadjikistan, qui est un pays iranien. Et ainsi promouvoir le grand Iran, et qui donc va s'aligner sur les positions nazies malgré sa neutralité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis, concernant eux, territorialement ça bouge pas, malgré qu'ils perdent Hawaï, mais par contre les États-Unis vont rester toujours démocratiques. Mais ils ont participé au traité de paix pour mettre fin à la guerre. Et ils vont adopter, par contre, contrairement à la réalité, dans la réalité avec le plan Marshall en 1947, ça leur a permis, plus les créations d'OTAN en 1949, de mettre en place une politique interventionniste. Dans ce scénario, les États-Unis vont réadopter de nouveau une politique isolationniste mais encore plus poussée, ce qui fait qu'en fait ils vont
du moins en moins participer à des guerres étrangères, mais en plus de ça, ça va cependant créer une guerre froide entre les États-Unis et l'Allemagne. Concernant le Japon, premièrement, la Chine est vaincue. Mao Zedong va s'exiler à Vladivostok avec Joseph Staline, parce que la Chine communiste fut aussi vaincue, notamment malgré la longue marche, dans ce scénario il est vaincu par les Japonais. Chiang Kai-shek va être exilé aux États-Unis à Washington, la capitale, Washington City. Mais en plus de ça, la Chine va adopter un gouvernement fasciste et collaborateur avec le Japon. De plus, certains territoires qui par contre sont totalement annexés par le Japon sur la Chine vont être exploités et les Chinois vont être totalement exploités par les Japonais. Concernant le Xinjiang ou le Turkménistan oriental, comme vous voulez, va être indépendant et va s'aligner, et du coup ceci va plaire à Nihalatsis, et Nihalatsis va ainsi reconnaître ainsi ce nouvel état, le Yougourstan ou le Turkménistan oriental comme vous voulez. Ceci va encore plus être enthousiasme pour le pan-turquisme. Ainsi, un nouvel état est créé sur les ruines de l'URSS qui englobe le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan, qui va s'appeler le Turkestan. Et qui est là, mais qui est différent du Turkestan oriental ou de l'Orgoïstan, comme vous voulez, mais ainsi promouvoir une union qui va être créée à Istanbul, c'est-à-dire un siège un peu comme la Ligue arabe ou l'Union européenne, ou qui va unir tous les peuples turcs. De plus, l'Indochine sera complètement colonisée par les Japonais. Concernant l'Inde, alors, la Birmanie va devenir un nouvel état indépendant mais pro-japonais. Le Pakistan prendra son indépendance, l'Inde aussi. Cependant, l'Inde deviendra fasciste après avoir été vaincue par les Japonais. Le Pakistan restera neutre. D'autant que Winston Churchill et Charles de Gaulle, comme j'ai dit, auparavant, ils s'étaient exilés au Canada et ainsi organisaient la résistance contre le régime nazi avec l'appui des Américains. Et ainsi, concernant l'Allemagne nazie, Hitler, avec l'aide de Albert Speer, le ministre de la production de guerre, ainsi qu'un architecte allemand, va ensuite enfin pouvoir tous les deux organiser le plus grand rêve de Hitler, le projet Germania. Germania était un projet qui dans la réalité n'a jamais eu lieu, mais qui dans le scénario a lieu. Un projet qui a pour objectif de raser toute la ville de Berlin pour en créer une nouvelle, encore plus grande, inspirée des villes de l'Antiquité comme notamment Rome pour le cas de l'Empire romain, Acropole, la cité d'Athènes, etc. Ils voulaient s'inspirer des villes de l'Antiquité, ainsi promouvoir la culture de l'Allemagne, parce qu'il était aussi jaloux d'autres grandes villes du monde, et métropoles du monde. Et en plus de ça, il voulait que Germania soit une ville rayonnante à l'échelle mondiale. D'autant que Germania va mettre du temps à que ce projet se construise. Enfin, concernant l'organisation le régime nazi, après s'être occupé des Juifs, même si l'extermination continue encore, et de même pour les autres peuples comme les Slaves et les Tziganes, etc. Comment ça s'appelle, une autre forme d'ennemis, enfin du moins considérés comme ennemis par les nazis, vont être éliminés à tout va par Hitler. À savoir le christianisme. L'Église était le christianisme. Hitler, il est né d'une mère chrétienne et il était même né chrétien. De même pour Joseph Goebbels. Or, le nazisme, il a abandonné le christianisme avec le temps. Et en plus de ça, Hitler voulait à tout prix chasser le christianisme de l'Europe. Il faut savoir que Hitler considérait le christianisme comme une religion judaïque, voire même on pourrait même dire qu'en fait il considérait presque le christianisme comme le cheval de Troie du judaïsme. Oui, j'ai fait une petite comparaison. Et ainsi, il devait être éliminé de l'Europe. Et aussi, il considère l'Église, la chrétienté, comme responsable de la destruction de l'identité aryenne.
et ainsi il faut se débarrasser en Europe, et qui a causé la décadence. Et donc, ils vont ainsi les enfants à l'école vont apprendre une nouvelle propagande, à savoir que le christianisme est l'ennemi, et donc ainsi les chrétiens vont être persécutés, et donc de plus, Hitler il était païen. Comme il le dit dans son livre Mein Kampf, dans le tome 2, il dit il fallait un paganisme fort, et en plus de ça, supprimer la religion chrétienne. Enfin, un nouvel ordre est installé en Europe, qui est nazi. Certains alliés de l'Allemagne, comme la Slovaquie, qui a été un gouvernement collaborateur sous Joseph Tiso, à ne pas confondre avec Tito par contre, hein. Et Tiso, qui était un prêtre qui dans la réalité avait été exécuté en 45 ou 46 je crois, après la Deuxième Guerre mondiale, dans ce scénario son pays va être annexé par l'Allemagne, et d'autres pays vont même subir le même forme, notamment le Luxembourg va être annexé même s'il a été occupé. Éventuellement la Belgique va collaborer sous un état fantoche, les Pays-Bas aussi. La France, Pétain, qui dans la réalité il est mort en 1951 après avoir été condamné pour haute trahison. Dans ce scénario, Pétain va mourir dans les années qui suivent la fin de la guerre après 1945. Ainsi, Pierre Laval, qui était le numéro 2 du gouvernement, va prendre sa succession. Après avoir pris sa succession, il va adopter une politique encore plus poussée de la collaboration. Ce qui va créer... Et du coup, ceci va qu'en gros, la France va être totalement alignée sur l'Allemagne et va même devenir plus qu'un gouvernement collaborateur, mais un allié. De plus, Salazar continue sa résistance dans les colonies. Et ainsi, ça crée deux Portugal dans le monde. Parce que dans la métropole, il y a toujours ce gouvernement fantoche. L'Espagne, avec l'accord de Hitler, annexe Gibraltar. Et concernant aussi les Balkans, il faut savoir que la Bulgarie va annexer des territoires à la Grèce comme ils avaient avant. De même sur la Serbie, ils vont reprendre certains territoires qu'ils avaient pris pendant la Première Guerre mondiale. La Roumanie garde toujours la Bessarabie. La Hongrie garde la Transylvanie. Et après, la Suisse reste neutre toujours dans ce scénario. Ils n'ont pas été attaqués. Et enfin, comment ça s'appelle la Méditerranée. Concernant la Méditerranée. Dans la réalité, concernant la Méditerranée, un projet avait eu lieu. Le projet Atlantropa. Ce projet d'Atlantropa, qui certains l'appellent même Pan-Europa ou quelque chose comme ça dépend, mais moi je l'appelle Atlantropa perso. C'était un projet qui, dans la réalité, Hermann Sorgel avait pour idée. C'était un architecte allemand, il avait présenté ce projet en 1928, et Atlantropa, c'était un projet qui visait à faire un barrage au niveau du détroit de Gibraltar, en faire un autre sur le Bosphore. Ainsi, créer deux bassins en Méditerranée, à savoir une partie occidentale et orientale, et du coup provoquer l'assèchement de la Méditerranée. La Méditerranée perdrait en volume, et en plus de ça, ça aussi va permettre notamment de récupérer pas mal de ressources. Ils avaient aussi pour idée de faire une ligne de train qui irait de Berlin en passant par l'Italie, puis qui va relier la Tunisie à la Sicile, pour aller jusqu'au Cap en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je vais en parler après. Ils avaient aussi un autre projet qui visait de traverser toute l'Espagne, le Maroc jusqu'au Sénégal aussi. Et enfin aussi, après l'assèchement de la Méditerranée, allonger le canal de Suez, récupérer des ressources, les barrages seront hydroélectriques. Et en plus de ça, ce projet va permettre de réaliser une forme de nouvel ordre européen, pas d'européanisme, mais avec une consonance nazie derrière. Et enfin, après avoir fait ce projet, aussi permettre la colonisation et l'exploitation poussée des terres en Afrique.
Et ceci serait même bénéfique aussi même pour le nouvel empire romain. Et enfin, concernant même l'Afrique du Sud, que j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'Afrique du Sud reste dans ce scénario toujours sous contrôle anglais. Cependant, ils vont faire concession d'un territoire qui sera pro-nazi, mais pour les Afrikaners qui sont opposés qui sont anglophobes et racistes, et qui vont imposer un apartheid mais à leur forme. Du coup, l'Afrique du Sud est coupée en deux. D'un côté, une Afrique du Sud mais qui applique l'apartheid mais sous contrôle anglais, de l'autre sous contrôle Afrikaners d'influence néerlandaise et même pro-nazi. Enfin, comme vous l'avez vu, ce scénario aboutit à une victoire totale de l'Allemagne. L'Allemagne a le monopole dans le monde, et ainsi une guerre froide s'installe entre les États-Unis et l'Allemagne nazie. Une autre guerre froide s'installe entre le Japon et l'Allemagne aussi. Par contre, concernant l'Italie, l'Italie va un petit peu, petit à petit, s'éloigner un peu de l'Allemagne, sans pour autant qu'il y ait une guerre froide. Et ainsi, Mussolini va devenir ainsi l'empereur et même le duce de ce nouvel empire romain. Et du coup, ce scénario se termine ainsi dans les années 50. Voilà, ma vidéo elle est terminée. Alors, PS, je précise, je m'excuse si j'ai eu certains types de langage ou des problèmes ou n'importe, ou d'élocution, etc. Et surtout que c'était très long. Et voilà. D'ailleurs, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, ainsi vous pouvez me proposer d'autres... Vous pouvez me proposer certaines idées de scénarios alternatifs dans les commentaires, je les lirai. Et ainsi, vous pourrez aussi mettre un commentaire, me suivre sur les réseaux, genre Twitter, Twitter en particulier plutôt, et encore je l'ai mis en privé le compte. Et après, ainsi, me suivre sur ma chaîne surtout. Je vais essayer, si j'ai le temps, parce que ces derniers temps je suis de plus en plus occupé, mais bref, je vais essayer peut-être de sortir d'autres vidéos. Et ainsi, vous pouvez me proposer d'autres idées dans les commentaires, et vous pouvez me mettre des commentaires constructifs, je les lirai avec attention, je vous fais confiance. Et n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine vidéo, au revoir.